Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sur un air de RH, le podcast dédié aux professionnels des ressources humaines et aux dirigeants d'entreprises, proposé par les éditions Tissot et Culture RH. Alors aujourd'hui, on va parler d'un métier essentiel, souvent en première ligne sans forcément être sous le feu des projecteurs. C'est justement celui des RH. Les RH accompagnent les collaborateurs et les organisations dans leur quotidien, dans leur développement et évolution et dans leur conduite du changement. Mais comment vont-ils, eux, ces professionnels de ressources humaines? Comment vivent-ils les bouleversements du monde du travail, les nouvelles attentes, la complexité réglementaire, la pression de l'instantanéité, tout en restant passionnés et engagés? Le baromètre annuel Les RH au quotidien, porté par les éditions Tissot et Péfit, vient justement éclairer ce quotidien. Pour cette 8e édition, plus de 800 professionnels ont partagé leur réalité et les résultats nous invitent à prendre un vrai temps d'écoute. Aujourd'hui, avec nos 3 invités, on va explorer cette réalité sans détour, on va parler d'humain et surtout on va essayer de vous proposer des solutions concrètes issues de leur retour d'expérience. Je suis Pauline Correa et j'ai le plaisir d'accueillir au micro de Sur un air de RH aujourd'hui Mathilde Garnier, consultante chez Omea RH et recrutement, Marie-Alice Tantardini, DRH chez Payfit et Caroline Axe, directrice générale des éditions Tissot. C'est parti! Alors Caroline, avec les éditions Tissot, vous êtes à l'origine du baromètre Les RH au quotidien que vous venez de réaliser pour la 8e année consécutive. C'est une étude que vous menez depuis plusieurs années maintenant en collaboration avec Payfit auprès de 800 professionnels RH. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous donner le contexte de ce baromètre? L'idée est venue parce que, bah, ça fait 50 ans qu'on propose des services, nos services en tout cas, aux RH, et étant sur le sujet du droit social, on a eu l'occasion de voir que le sujet et donc le métier de RH se complexifiait, changeait aussi, et on a cherché à savoir, au-delà des conséquences que ça avait chez nous, de savoir comment les RH, eux, pouvaient le vivre, voire le supporter. Donc l'objectif, ça a été de s'intéresser à ceux qui d'habitude s'intéressent aux autres, les RH, de prendre la température et puis d'en faire un baromètre parce qu'on avait l'envie d'avoir une tendance, d'avoir un suivi d'une année à l'autre pour voir s'il y avait des évolutions, idéalement dans le bon sens. On voit que c'est pas toujours le cas, mais je vais pas, tout dévoiler. Mais en tout cas, c'était cette idée d'avoir, des repères comme ça un peu annuels pour pouvoir, comparer un petit peu les évolutions. Et justement, quelle est cette température cette année? Est-ce que tu peux, nous résumer les grandes tendances, marquantes de cette année? Il y en a 3, je dirais, celles que je retiens pour faire assez résumé. La première, c'est la politique de rémunération qui va être, en berne cette année-ci. Après une année 2024 où il y a eu un gros travail sur la politique de rémunération visiblement, alors lié à l'inflation, on peut l'imaginer. Là, on se retrouve dans un contexte un peu différent, qu'il soit économique, qu'il soit géopolitique. Il y a une espèce d'attentisme de la part des entreprises, des investisseurs, donc globalement un attentisme de toute façon des entreprises. Donc ça, ça a un impact direct, en tout cas sur les rémunérations et sur la politique de rémunération qui sera donc moins présente cette année. On a encore et toujours ce poids de la charge administrative qui, moi, n'étant pas RH, me sidère à chaque fois, mais je pense que nos invités ici présentes pourront en reparler. Le digital est une solution, mais ça fait pas tout, et moi, quand j'entends que c'est plus de la moitié du temps qui est passé en charge administrative, chez la plupart des RH, je trouve ça complètement fou, et ça, dans le temps, ça dure en plus. Et le troisième, qui est pas plus gai, c'est, moral, qui lui aussi est plutôt en berne et surtout, lié a priori à un manque de soutien, un manque de reconnaissance. Ça peut être de la part des salariés, c'est souvent de la part de la direction, mais globalement, c'est pas, le métier qui est le plus reconnu, quand bien même il est essentiel dans l'entreprise. Tout à fait. Et bah, pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de commencer, par le moral, des RH. Comme vient de le dire Caroline, le baromètre montre depuis plusieurs années une tendance qui semble devenir une habitude. 67 des RH se sentent de moins en moins soutenus par leur direction, mais aussi pas assez reconnus par les salariés. Alors même si les RH continuent de trouver du sens dans leur métier, il y a quand même 81 d'entre eux qui se déclarent proches de l'épuisement.
Alors Mathilde, via ton, réseau, RH, est-ce que tu es d'accord avec ce constat? Et pourquoi ce sentiment de, ce manque de reconnaissance est-il si fort? Oui, je suis clairement, d'accord. En tout cas, je peux le constater, clairement auprès de mon réseau RH. On est une grande majorité, en tout cas, à avoir vécu ça, ou à le vivre encore malheureusement et c'est du coup, c'est ce paradoxe qui est incroyable, c'est que malgré ce qu'on vit, on continue à aimer notre métier et à être, fortement engagé et en plus de cette complexité enfin, de manque de reconnaissance en tout cas qu'on a, on a aussi cette complexité de devoir satisfaire et les salariés et la direction. Donc on a un peu, un positionnement un peu compliqué à avoir, enfin on peut avoir des difficultés à bien se positionner et les raisons de ces sentiments, enfin ce sentiment si ces sentiments sont si forts, je pense c'est parce qu'on a aussi, enfin des pas mal de dirigeants, notamment en PME, qui sont encore pas assez convaincus par l'enjeu humain, en tout cas moins convaincus par l'enjeu humain que l'enjeu business. C'est pas forcément lié ces 2 enjeux-là et voir plutôt les missions des RH comme, une réponse à des enjeux, administratifs et surtout juridiques, et donc légaux et pas stratégiques, ou business. Marie-Alice, est-ce que de ton, côté, tu partages, ce constat, d'une manière générale sur, le moral des RH? Ouais, je pense que ce constat, il est réel. C'est toujours intéressant d'interroger des professionnels sur ce qu'ils ressentent, parce qu'en fait, on ne peut rien opposer à un ressenti nous appartient. Donc c'est un constat qui est réel. Je suis pas surprise du résultat malheureusement. Ce qui m'interroge surtout, comme tu le disais Caroline, c'est un peu la continuité de ce chiffre, sur la fatigue et voire l'épuisement des RH. C'est pas quelque chose qu'on voit s'améliorer. Pour moi, ça vient un peu par nature, de, la position difficile du RH dans l'organisation. C'est une position qui est privilégiée, je pense, comprendre l'organisation de l'intérieur et c'est pour ça qu'on est aussi passionné par notre métier. Mais c'est une complexité qui est, passionnante et usante parce qu'on essaye non seulement de comprendre, mais d'aligner des intérêts. Donc pour moi, finalement et c'est ça qui est peut-être le plus difficile à démêler, c'est que cette fatigue, elle vient aussi des raisons qui nous font choisir, ce métier. Je pense que ce qui s'accentue, ces dernières années, c'est que, la relation au travail évolue en profondeur. Les relations au travail évoluent aussi, elles reflètent, la façon dont évoluent les relations sociétales. Tu le disais aussi Caroline, on est dans un monde où je pense l'incertitude, voire l'anxiété, heu, grandissent, qu'elles soient économiques ou géopolitiques et ça se retrouve dans les organisations et puis qui s'occupent d'essayer de faire fonctionner les relations au travail, bah, c'est beaucoup les RH. Donc assez mécaniquement, je pense que le métier se complexifie, et qu'on est au cœur, voilà, d'une diversité d'attentes et d'une multiplicité d'attentes qui n'est pas facile à gérer. Alors tu parles notamment d'un rôle charnière, hein, et d'une complexité, liée à la diversité, des missions, des attentes. Est-ce que ça a des conséquences sur l'efficacité des RH et sur leur engagement surtout, d'être, sur autant de fronts à la fois? Je pense pas que ça ait de conséquences en tant que telles sur l'engagement, des RH, heu, parce que les professionnels RH que je connais, ont un énorme intérêt, en fait, pour les sujets sur lesquels ils travaillent, les sujets d'évolution du travail, de rapport au travail, de qualité de vie au travail et au-delà de leur métier un peu cœur, d'administration du personnel, de gestion de relations sociales. Donc sur l'engagement, je pense pas que ça ait d'impact. Je dirais au contraire, on est, curieux, fasciné et passionné par tous ces enjeux-là qui sont aussi des enjeux de société. En revanche, adresser toutes ces attentes avec une pression constante, voire accrue d'un point de vue économique et commercial et business, impacte le niveau d'énergie. Donc, je dirais que c'est plutôt le niveau d'énergie et la capacité à s'en sortir qui est impacté et pas le niveau d'engagement. La chose que je pourrais, rajouter aussi, c'est que la notion d'efficacité des RH, à mon avis, doit être distinguée de la notion de rapidité et là, on n'est pas une fonction différente des autres, hein. On est dans un monde aujourd'hui où il y a une attente, d'immédiateté, de plus en plus forte. Ça nous touche comme ça touche toutes les autres, fonctions. Or, on travaille sur des sujets qui sont des sujets de nuances, d'humain, et cetera. Donc oui, on doit être efficace, mais ça ne veut pas forcément dire être tout le temps, heu, se précipiter ou être rapide et ça, c'est pas forcément facile d'y résister. Mathilde, peut-être qu'on peut évoquer avec toi justement ce sujet de la santé mentale. On parle de charge mentale, sur les RH. Est-ce que ça peut aller, justement jusqu'à impacter leur santé mentale?
Oui, enfin moi j'en suis assez convaincue et puis on voit aussi encore une fois les chiffres. Bien sûr que ça impacte, la santé mentale et d'autant plus qu'on est, justement moi je crois à un fort engagement des RH dans le métier. On fait quand même un métier humain, et on a du mal à justement à se libérer, de toutes les responsabilités qu'on a et d'être trop engagé clairement dans ce qu'on fait et notamment malgré les difficultés qu'on vit, tu parlais donc d'isolement, de manque de reconnaissance, enfin tout ce qu'on peut vivre. Déjà, on n'a pas forcément la prise de recul assez suffisante parfois pour s'en rendre compte. Et puis surtout, on est tellement engagé qu'on quitte pas le navire. On a du mal à partir, même quand on s'en rend compte. Pardon. Euh, on n'a pas envie de lâcher le morceau parce que aussi on est aussi sûrement très convaincu de pouvoir changer les choses parfois. Et puis voilà, donc oui, forcément, moralement et mentalement, je considère que ce métier, on est trop facilement atteint. Et ce qui peut être compliqué, c'est que généralement en entreprise, on a tendance à se référer au RH pour tout ce qui est problématique de santé mentale. Mais du coup, à qui vont se référer les RH quand ça va pas? On voit dans le baromètre que 69% des RH se déclarent comme se sentant isolés au travail. Marie-Alice, est-ce que tu as des conseils pour que justement les RH se sentent moins isolés? Je pense que la première chose que je pourrais conseiller, c'est d'utiliser les espaces d'échange qui existent pour la communauté RH. Là où moi je vois une tendance positive, mais qui est aussi une tendance de société, c'est cette forme de libération de la parole, qui, si on arrive à y participer, fait qu'on se sent de facto moins seul. Donc il y a des espaces d'échange, celui qu'on vit aujourd'hui pour moi c'en est un, mais des cercles où on peut se retrouver entre RH pour parler de problématiques communes, un certain nombre je trouve de podcasts, de webinaires qui existent, qui adressent ces sujets. Donc je pense ne pas utiliser à s'immerger dans ces espaces d'échange. Encore une fois, on vit dans un monde de plus en plus complexe, mais aussi on vit dans un monde où il y a plein d'autres manières de retrouver du lien. Donc ce serait mon premier conseil. Et le deuxième, ce serait d'essayer de partager la responsabilité dans son entreprise, en fait. Moi, ce que je trouve très important, c'est d'essayer toujours de se rappeler, et c'est pas facile, que quand on travaille sur des projets ou sur des sujets RH, ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est de résoudre une problématique d'entreprise, pas une problématique RH. Il n'y a pas de problématique RH isolée. On fait des RH au service d'un projet d'entreprise collectif, y compris les salariés, y compris la direction. Donc, c'est comment on positionne nos sujets comme une problématique d'entreprise. Et du coup, comme ça, essayer d'équilibrer sur cette problématique d'entreprise, quel est le rôle du dirigeant, quel est le rôle du manager, quel est le rôle du RH, quel est le rôle du financier, quel est aussi peut-être le rôle du collaborateur. Et donc, se sortir je pense que tu évoquais Mathilde, de peut-être ce sentiment qu'on doit sauver. Et c'est hyper isolant le sentiment de devoir sauver. Donc, travailler sur le partage de la responsabilité, ça me paraît super important. C'est pas facile à faire, mais c'est super important. Et la troisième conseil peut-être, et ça dépend des tailles d'organisation. Dans une entreprise qui est un peu plus grande, s'il y a une équipe RH, ne pas hésiter à donner à quelqu'un la casquette d'être la RH des RH. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que dans plein d'entreprises, y compris assez importantes, on n'y pense pas, c'est-à-dire qu'on a des RH par scope de métier, mais pas forcément de manière très intentionnelle, un RH de RH. Et si on est dans une entreprise plus petite où on est le seul RH, mon conseil, ce serait d'aller identifier un allié ou un partenaire parmi ses pairs. Donc, Marie-Alice, tu viens de nous donner quelques clés pour lutter, on va dire, contre l'isolement, notamment en se rapprochant de ses pairs. Mathilde, est-ce que toi, tu aurais quelques conseils à nous donner pour pallier le manque de soutien? Comment un RH peut réussir à mieux se faire entendre auprès de sa direction? Je pense qu'il y a la première chose, on parlait tout à l'heure d'enjeux humains et d'enjeux business, et l'enjeu business plus forcément aux yeux de la direction. Je pense qu'aussi les RH doivent prendre en conséquence ces enjeux-là et donc se connecter aux objectifs de l'entreprise pour pouvoir convaincre aussi de l'impact que peut avoir justement les stratégies RH sur cet enjeu business. Donc il faut aussi prendre en compte, dans notre métier de RH, dans nos missions, prendre en compte ces enjeux-là et les objectifs à atteindre pour le business de l'entreprise. Marie-Alice, qu'est-ce que tu en penses? 100% d'accord, évidemment. Réussir à se positionner comme un partenaire business, je pense que c'est la clé pour influencer. Et je rajouterais peut-être
maîtriser sa donnée RH, c'est-à-dire s'assurer qu'elle est la plus juste possible et la plus claire possible pour recentrer le débat avec sa direction sur les décisions qui doivent être prises et pas sur la donnée elle-même, la qualité de la donnée, etc. Je pense que ça inverse un peu euh, voilà, la tonalité de l'échange. C'est-à-dire qu'on ne discute pas sur le chiffre RH, on discute sur ce chiffre RH, qu'est-ce qui peut éventuellement nous permettre de prendre comme décision pour le business. Mais c'est tout à fait dans la lignée de ce que tu viens de dire, Mathilde. D'accord, donc bien maîtriser ces données et comprendre les métiers et leur manière de penser de manière plus générale pour mieux savoir les convaincre. Alors je vous propose maintenant d'aborder davantage les missions des RH. L'édition 2025 du baromètre montre cette année encore que la gestion administrative du personnel reste une mission chronophage qui monopolise beaucoup de temps, alors que les RH voudraient s'en libérer pour travailler sur des projets plus stratégiques comme la QVT ou la fidélisation. Euh, Est-ce qu'il y a des moyens concrets pour réduire cette charge? Le digital est souvent présenté comme une solution. On constate d'ailleurs que dans les services RH sont équipés à minima d'une solution numérique avec un outil de paie qui se place en numéro un. Mais pourtant, la lourdeur administrative semble toujours bien présente malgré la montée du digital. Alors Marie-Alice, est-ce que le digital est suffisant pour améliorer le quotidien des RH? Alors, je pense que la réponse dans la question, il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant de manière évidente, et c'est un peu le constat du baromètre. Si j'essaye de réfléchir à pourquoi en fait ça prend toujours autant de place, ce sentiment de traiter de l'administratif, je pense que c'est aussi lié à l'évolution de la fonction dans le temps. C'est-à-dire que historiquement, la fonction RH, c'était une fonction qui était par nature très administrative. C'était ça un peu l'attente qu'on en avait et pas tellement plus, la gestion administrative du personnel. Cette mission-là, elle n'a pas disparu. Par contre, je pense qu'elle est considérée comme une commodité, c'est-à-dire qu'on la regarde presque plus. Elle est considérée comme un acquis, une commodité. Sur cette partie-là, je pense pure et dure, qui est une commodité maintenant, les outils, à mon avis, ont vraiment permis à la fonction de gagner en efficacité, de gagner du temps. Mais en parallèle, la nature ayant horreur du vide, notre métier, et finalement heureusement aussi, a embarqué d'autres missions de formation, sécurité, gestion des compétences, etc., qui entraînent elles aussi de la nécessité de traitement administratif. En particulier, je pense, dans un pays comme la France, où finalement la lourdeur administrative, elle est présente un peu sur tous les fronts de la fonction, même les fronts très stratégiques. Des obligations de reporting, de tracking, etc. Donc oui, on va plus vite grâce à la digitalisation, et l'outil digital, il est nécessaire. Mais on a aussi un métier qui s'est enrichi de bien d'autres sujets. Et donc je pense que voilà, le poids de ce qu'on doit traiter, administrer, reporter, finalement reste fort. Et donc pour moi, il y a des enjeux de bien choisir ses outils. Il y a des outils pour pratiquement tout maintenant, ce qui est super, mais pas se précipiter, prioriser là où on perd le plus de temps pour choisir le bon outil. Et je pense l'autre enjeu important à mon sens, c'est éviter le piège de prendre 10 outils différents pour 10 usages différents, et qu'en fait les outils ne se parlent pas du tout entre eux. Donc essayer de réfléchir en écosystème. C'est-à-dire, si je choisis un outil pour gérer ma paye, est-ce qu'il est intégré avec une plateforme de mutuelle pour ma gestion des avantages sociaux, ou avec un partenaire qui permet de faire les virements bancaires de mes salaires facilement. Donc je pense que ça, c'est un bon angle pour réfléchir à la digitalisation, c'est réfléchir en écosystème et pas en silo d'usage RH. Mathilde, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, alors moi je pensais surtout selon les tailles d'entreprise aussi, selon enfin le coût aussi que peuvent être ces outils digitaux. Alors moi je suis assez convaincue bien sûr, hein, forcément ça fait toujours gagner du temps et puis même aussi éviter les erreurs par exemple. Mais par contre c'est vrai qu'il faut aussi pouvoir mesurer le temps passé, justement le temps gagné que ces outils peuvent apporter, ou le temps qu'on passerait sans ces outils-là. Enfin voilà, trouver un équilibre entre est-ce que ça me ferait vraiment gagner du temps ou pas, la valeur de mon temps en tant que salarié, moi en tant qu'RH, ce que je coûte à l'entreprise, mais ce que va coûter également l'outil, pouvoir aussi
faire ses calculs de coûts, clairement, je pense. Je voulais ajouter sur la partie administrative aussi, clairement, dans tous les cas, les outils ne remplaceront pas toute cette complexité, comme disait Marie-Alice sur la complexité administrative et notamment française, je pense. Moi, je fais souvent aussi le parallèle avec les 12 travaux d'Astérix, où des fois on se retrouve tellement dans des situations particulières, presque à chaque fois, j'ai l'impression, où on se retrouve à passer d'un bureau H14 du 3e étage au bureau D48 au 2e. Enfin bref, quand on échange avec des fois l'administration française, on a souvent cette complexité-là que les outils ne pourront jamais résoudre. Et puis aussi l'épée de Damoclès qui est le risque contentieux aussi, le risque prud'homal. Donc ça c'est pareil, on est forcément très vigilant et on prend beaucoup de temps sur la partie administrative pour répondre aussi à ces enjeux-là. Donc en effet, au-delà de la partie et de la lourdeur administrative, les professionnels RH expriment des attentes de plus en plus marquées en matière de conformité et de simplification. Garantir la conformité juridique des décisions et des écrits arrive cette année en tête, des souhaits les plus forts des RH et c'est est en forte progression, cette année avec plus 16 points. Et 66 des RH estiment aussi que leur métier se complexifie d'année en année. Ils ont notamment du mal à faire face à la complexité des réglementations et des évolutions juridiques. Alors Caroline, toi, qui accompagne les professionnels des ressources humaines depuis des années avec les éditions Tissot, quel regard tu portes sur cette situation et surtout comment on peut, faire pour aider les RH, concrètement? Alors ça fait 50 ans qu'on essaie de de simplifier la compréhension du droit social. Et il y a eu plein d'annonces, hein, de simplification, il y en a encore donc peut-être un jour ce sera simple, mais aujourd'hui la réalité c'est qu'on rajoute de la norme sur la norme et que, le langage même est pas facile à s'approprier donc c'est difficile de comprendre exactement de quoi il en retourne. Et puis on est dans un environnement qui est pas très stable, enfin un exemple, actuel, c'est la transparence salariale, cette directive européenne dont on ne sait pas ce qu'elle va donner en France, dont on ne sait pas si ce sera un doublon ou pas avec l'index EGAPRO par exemple. Ça, on l'annonce pour courant 2026, on apprend que les discussions commencent dès maintenant. C'est quand même très, très compliqué de se dire, que ça peut nous tomber sur le coin de la figure, on ne sait pas exactement comment et surtout pas du tout ce qu'on va devoir changer, donc la charge de travail que ça va apporter. Donc on parlait de la charge administrative, il y a la charge mentale liée au fait que ce soit difficile de suivre, que ce soit difficile de comprendre et puis, une épée de Damoclès au-dessus de la tête, quoi. Donc je vais pas vous dire que je suis pas contente qu'on soit encore là 50 ans après, mais c'est quand même assez dingue de se dire que ça se complexifie, qu'il y a pas plus de sécurité, aujourd'hui, qu'hier, du côté des RH qui doivent du coup avoir des outils. Et ce qu'on a vu nous avec le temps pour le coup et qui a fait évoluer aussi notre métier, hein, c'est que les besoins ont bougé et que, ça suffit pas ou plus de fournir du contenu, des réponses, les plus claires et concrètes possibles. C'est qu'il y a des attentes vraiment d'outils quoi. C'est, faites avec moi ou faites pour moi. Mais c'est vrai pour les RH comme c'est vrai pour, même en B2C, en tant que citoyen, en tant que particulier, si on a un outil qui fait pour nous, c'est de mieux en mieux. Et c'est ce qui nous a amené à faire, par exemple, l'index où il suffit de charger la DSN et automatiquement l'index se calcule. C'est des choses auxquelles on n'aurait pas pensé il y a des années. Et en fait, de plus en plus, on voit que c'est un besoin, c'est une attente et que notre mission évolue vers ça aussi. Donc l'évolution, c'est non pas seulement faciliter, mais c'est aussi aller plus loin dans l'accompagnement et faire avec. Je trouve ça passionnant, mais ça dit quand même des choses de la charge énorme qu'ont les RH et du besoin de leur faciliter la tâche le plus possible en tout cas. La première partie de cet épisode dédié au quotidien et à la réalité des RH touche à sa fin. Dans la deuxième partie, nous parlerons cette fois-ci de fidélisation, de recrutement, de politique de rémunération, de QVCT et bien sûr d'IA. Des échanges et des retours d'expérience qui s'annoncent à nouveau passionnants. Mathilde, Marie-Alice, Caroline et moi-même, nous vous donnons rendez-vous donc dans 2 semaines pour poursuivre nos échanges. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt sur Un air de RH.